Le 12 octobre 2000, Julien Moreau, un archiviste de 34 ans de la Bibliothèque nationale de France, s'est volatilisé au cœur de Paris. Pendant 18 longues années, son cas n'a été qu'un dossier classé, L, énigme d'un voleur d'art présumé qui avait trahi l'institution qu'il vénérait. Sa famille a enduré le poids de la honte et du silence, tandis que la police le recherchait à travers l'Europe. Hélène était plus une victime, mais un fugitif. Jusqu'à ce qu'en 2018, un livre, rendu anonymement à la bibliothèque, ne vienne tout faire basculer, révélant une vérité bien plus sombre et terrifiante que le simple vol d'un trésor national. Comment est-il possible que la clé de ce mystère soit restée cachée si longtemps, si près de tout le monde, entre les pages d'un vieux livre? Avant de vous raconter comment ce simple exemplaire des astérisques chroniques de la France médiévale astérisque a révélé une conspiration mortelle, commentez ici de quelle ville vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer l'incroyable chaîne de événements que cette découverte a déclenché, car cette histoire prouve que parfois, les murs des plus grandes institutions culturelles cachent les secrets les plus inavouables. Chaque détail compte, et ce livre N était que le premier fil d'une pelote qui allait enfin se dénouer après presque 2 décennies d'un silence assourdissant. Un silence qui avait coûté bien plus que quelques manuscrits de valeur, il avait coûté une vie et brisé une famille entière. Le conflit principal a éclaté presque immédiatement. Dès le lendemain de sa disparition, alors que sa famille le cherchait désespérément, la direction de la BNF a signalé à la police la disparition de plusieurs manuscrits médiévaux d'une valeur inestimable. En quelques heures, l'enquête a changé de cap. Julien Moreau, l'archiviste passionné, est devenu le suspect numéro 1. La police judiciaire a dessiné le portrait d'un homme brillant mais calculateur, qui aurait utilisé sa connaissance intime des collections pour organiser un vol parfait. L'absence de traces d'effraction, la précision du choix des œuvres volées, tout semblait pointer vers une trahison interne. Pour les enquêteurs, le mystère N était plus sa disparition, mais sa destination. La question N était plus « Où est Julien ?» mais « Où a-t-il caché les manuscrits ?» Pour sa famille, cette accusation fut un second coup, plus violent encore que l'incertitude de sa disparition. Julien était un homme discret, presque effacé, dont la vie entière tournait autour de la préservation de l'histoire. Originaire d'une famille modeste d'Orléans, il était la fierté de ses parents. Il ne vivait que pour son travail. Capable, disait-on, de dater un parchemin à son odeur. Sa sœur cadette, Hélène, alors étudiante en droit, se souvenait de son dernier appel, la veille au soir. Il était excité, presque fébrile, lui parlant d'une découverte qui pourrait réécrire l'histoire de la collection royale. Était la voix d'un passionné, pas celle d'un criminel. Pour Hélène et ses parents, l'idée qu'il ait pu trahir tout ce en quoi il croyait, était tout simplement inconcevable, une fiction cruelle, qui ne correspondait en rien à l'homme qu'il connaissait. La scène de sa vie était figée dans le temps. Son petit appartement du 5e arrondissement, visité par la police le lendemain de sa disparition, était resté intact. Une tasse de café à moitié bu sur la table de la cuisine, un livre ouvert sur son lit, des notes de travail éparpillées sur son bureau. Rien n'indiquait un départ précipité ou planifié. Il n'y avait pas de valise manquante, pas de compte en banque vidé, pas de lettre d'adieu. Était comme s'il était sorti pour acheter du pain, et ne serait jamais revenu. Cette atmosphère de normalité suspendue rendait la théorie du vol encore plus difficile à accepter pour ses proches. Chaque objet semblait crier son innocence, témoignant d'une vie brutalement interrompue, et non d'une fuite méticuleusement préparée par un voleur de génie. Pourtant, la version officielle a rapidement étouffé tous les doutes. La Bibliothèque nationale de France, institution prestigieuse, a pesé de tout son poids. Les médias se sont emparés de l'histoire du conservateur véreux. Un récit bien plus captivant que celui d'une simple disparition. Des alertes internationales ont été lancées. Le nom de Julien Moreau était désormais associé au marché noir de l'art, ses photos diffusées dans les aéroports et les postes de douane. Pour le monde, il était coupable. Pour sa famille, commençait alors un long et solitaire combat. Un combat non seulement pour retrouver un fils et un frère, mais aussi pour laver l'honneur d'un homme dont la réputation avait été détruite en même temps que sa vie avait été effacée, sans laisser de traces. Les premières années furent un véritable mur de silence. La police judiciaire, persuadée de tenir le coupable idéal, a suivi la piste du vol international avec un zèle qui confinait à l'aveuglement. Hélène, armée de son intuition et des souvenirs intacts de son frère, a tenté de faire entendre une autre voix. Elle a parlé de son dernier appel, de sa passion pour l'histoire, de l'impossibilité psychologique pour un homme comme Julien de commettre un tel acte. Mais ses paroles se perdaient dans le vent. Pour les enquêteurs, elle n'était qu'une sœur en deuil, incapable d'accepter la terrible vérité.
Chaque porte se fermait, chaque appel restait sans réponse. L'institution, par son silence et son poids, validait la version officielle, laissant la famille Moreau seule face à un récit qui détruisait non seulement l'avenir, mais aussi le passé. Au fil des mois, l'enquête s'est enlisée. Les manuscrits, malgré les alertes lancées auprès d'Interpol et des plus grands collectionneurs, ne sont jamais réapparus sur le marché noir. Aucune demande de rançon, aucun contact, rien. Le compte en banque de Julien est resté intact, son passeport était toujours dans son appartement. L'absence totale de preuves corroborant la théorie de la fuite aurait dû soulever des questions. Mais elle n'a fait que renforcer l'image d'un voleur exceptionnellement malin, capable de disparaître sans laisser la moindre trace. Pour la police, le dossier est devenu une énigme frustrante, puis une affaire classée non résolue. Le nom de Julien Moreau a été ajouté à la liste des fugitifs les plus recherchés, mais dans les faits, personne ne le cherchait plus activement. Le silence était devenu la seule réponse des autorités. Pour les parents de Julien, à Orléans, le poids de la honte fut insupportable. Ils étaient passés de parents fiers d'un fils érudit à parents d'un criminel en fuite. Les regards dans leur petite ville avaient changé. Les murmures dans leur dos, la pitié mêlée de suspicion, tout cela a éteint la lumière dans leurs yeux. Ils se sont murés dans le silence, incapables de défendre leur fils face à une accusation si lourde et si publique. La santé de son père a décliné rapidement, suivie de près par celle de sa mère. Ils sont morts à quelques années d'intervalle, emportant avec eux la douleur de ne jamais savoir la vérité, mais aussi la conviction intime que leur fils était innocent. Leur mort a laissé Hélène seule, dépositaire d'un combat qui était désormais devenu la seule raison de sa vie. Après la mort de ses parents, Hélène a transformé sa quête en une véritable mission. Elle a terminé ses études de droit non pas pour devenir une avocate comme les autres, mais pour acquérir les outils nécessaires à sa propre enquête. L'ancienne chambre de Julien est devenue son quartier général, un sanctuaire de mémoire et de travail. Les murs étaient couverts de cartes, de chronologies, de photos des manuscrits volés, et des visages des quelques collègues de son frère. Chaque soir, après son travail dans un petit cabinet d'avocat, elle se plongeait dans les archives du cas, relisant les rapports de police, analysant chaque témoignage, cherchant la faille, l'incohérence qui lui permettrait de rouvrir le dossier. Sa vie sociale s'est effacée, ses amis se sont éloignés, ne comprenant pas cet acharnement qu'il prenait pour une obsession morbide. Pendant plus d'une décennie, Hélène a mené une guerre d'usure contre l'oubli. Elle a contacté d'anciens employés de la BNF, mais beaucoup refusaient de lui parler, soit par peur, soit par loyauté envers l'institution. Elle a déposé d'innombrables demandes d'accès aux dossiers internes de la bibliothèque, qui ont toutes été rejetées au nom de la sécurité des collections, ou du secret de l'instruction. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, que le silence de la BNF était trop lourd, trop organisé pour être naturel. Était plus qu'une simple affaire de vol. Elle a commencé à soupçonner que la disparition de son frère était liée à ce qu'il avait découvert dans les archives, cette découverte historique, dont il lui avait parlé avec tant d'enthousiasme. Mais sans preuve, ses soupçons étaient que des théories, des fantômes dans son esprit. En 2008, une piste a ravivé un espoir cruel. Un touriste français a cru reconnaître Julien à Genève, travaillant comme libraire dans une petite boutique de livres anciens. L'homme correspondait à la description vieillie. Pour Hélène, ce fut une décharge électrique. Elle a pris un congé sans solde, a vidé une partie de ses économies et s'est rendue en Suisse. Pendant 2 semaines, elle a arpenté les rues de Genève, une photo de son frère à la main, le cœur battant à chaque fois qu'elle croisait un homme aux cheveux poivre et sel. Elle a finalement retrouvé le libraire. Ce était pas lui. La ressemblance était là, mais les yeux étaient pas les mêmes. L'effondrement fut brutal. Le retour à Paris, le visage collé à la vitre du train, fut l'un des moments les plus sombres de sa longue quête, la laissant plus seule et plus épuisée que jamais. Les années ont continué de passer, transformant la douleur aiguë en une présence sourde et constante. Le monde avait changé. La France était passée à l'euro, Internet avait révolutionné le monde, mais pour Hélène, le temps était arrêté le 12 octobre 2000. Elle approchait de la quarantaine, une femme dont la jeunesse avait été consumée par l'ombre de son frère. Le dossier de Julien Moreau était désormais une relique, une archive poussiéreuse au fond d'un tiroir du 36, quai des Orfèvres. Plus personne ne parlait de l'archiviste voleur. Il était devenu une légende urbaine, un fantôme. Le silence était total, absolu. La bataille semblait perdue, non pas par une défaite, mais par épuisement et l'indifférence du monde. C'est dans ce silence assourdissant, alors que tout espoir semblait mort, qu'un livre a été discrètement déposé dans une boîte de retour. Le 15 septembre 2018, dans le silence feutré de la salle de traitement des retours de la Bibliothèque nationale de France,
une jeune employée du nom de Manon traitait machinalement les livres déposés dans la boîte extérieure. La plupart étaient des ouvrages récents, mais un volume a attiré son attention. Était une vieille édition des Astérisques chroniques de la France médiévale Astérisque. Le livre était lourd, anormalement dense pour sa taille. Intriguée, elle a passé le code barre. L'ordinateur a affiché une fiche de prêt datant du 10 octobre 2000, au nom de Julien Moreau. Le nom a immédiatement résonné en elle. L'histoire de l'archiviste voleur était devenue une sorte de légende interne, un conte d'avertissement. Guidée par une intuition inexplicable, elle a feuilleté les pages avec précaution, sentant que ce simple objet contenait bien plus qu'un simple texte. Entre les chapitres consacrés à la dynastie capétienne, ses doigts ont buté sur une épaisseur inhabituelle. Elle y a découvert une photographie Polaroid, de celles qui se décolorent avec le temps, mais dont l'image restait étrangement nette. La photo montrait 4 hommes dans un lieu qui ressemblait à un dépôt d'archives mal éclairé. L'un d'eux, plus jeune, le visage crispé par la colère et l'inquiétude, était sans aucun doute Julien Moreau. Il faisait face à 3 autres hommes, plus âgés, en costume. L'un d'eux pointait un doigt accusateur vers lui. La scène était tendue, silencieuse, mais criait le conflit. Au dos de la photo, une seule inscription, tracée d'une main tremblante presque illisible. Cercle. Ce N était plus l'image d'un voleur, mais celle d'un homme pris au piège. Manon a ressenti un frisson. Ce qu'elle tenait entre les mains N était pas un simple retour en retard. Était une pièce à conviction. Un message envoyé à travers 18 années de silence. Elle connaissait les procédures. Elle aurait dû remettre l'objet à son supérieur, qui l'aurait probablement classé dans un dossier bureaucratique. Mais le visage de Julien sur la photo, sa vulnérabilité évidente, l'a touchée. Elle a pensé à la famille, à cette sœur dont les médias avaient parfois parlé, celle qui se battait seule contre le monde entier, prenant une décision qui allait à l'encontre de toutes les règles. Elle a cherché le nom d'Hélène Moreau dans l'annuaire. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas confier ce fantôme du passé à l'institution qui, peut-être, l'avait créé. Quand le téléphone a sonné ce soir-là, Hélène a d'abord cru à une erreur. La voix à l'autre bout du fil s'est présentée comme une employée de la BNF. Son premier réflexe fut la méfiance, un mur de protection bâti par des années de déception et de portes closes. Elle s'attendait à une nouvelle fin de non-recevoir, à une formalité administrative cruelle. Mais les mots de Manon étaient différents. Elle parlait d'un livre, d'une photo, d'un nom. « Je crois avoir trouvé quelque chose qui vous appartient », a dit la jeune femme. Hélène est restée silencieuse un instant, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Après 18 ans, un fil, aussi ténu soit-il, venait de lui être tendu depuis l'endroit même où tout avait commencé, et où tout était terminé. Le lendemain, elles se sont rencontrées dans un petit café près de la bibliothèque. Manon, nerveuse, a glissé l'enveloppe contenant la photo sur la table. Hélène l'a ouverte avec des mains qui tremblaient légèrement. Le choc fut physique. Était lui. Était le visage de son frère tel qu'elle s'en souvenait, mais avec une tension qu'elle ne lui avait jamais connue. Elle a reconnu l'un des autres hommes. Était le directeur des collections spéciales de Époque, le mentor de Julien, un homme qui avait exprimé publiquement sa profonde déception. La voir là, dans cette confrontation secrète, a tout changé. Une vague de colère et de justification a submergé Hélène. Elle avait eu raison. Son frère n'avait pas fui, il avait été confronté. Il avait été menacé. Le mot au dos de la photo cercle est devenu la clé de tout. De retour dans la chambre de Julien, transformée en son quartier général, Hélène s'est sentie investie d'une énergie nouvelle. La fatigue et le désespoir des dernières années avaient disparu, remplacés par une détermination froide et tranchante. Cercle. Le mot tournait en boucle dans son esprit. Ce N n'était pas un terme que Julien utilisait. Elle a commencé à fouiller, non plus les rapports de police, mais les affaires personnelles de son frère, ses notes de recherche, ses carnets. Elle a passé au peigne fin des années de documentation sur l'histoire médiévale, cherchant une référence, un indice, n'importe quoi. Pendant des jours et des nuits, elle a vécu au milieu des fantômes de son frère, sentant pour la première fois qu'il était là, la guidant vers une vérité qu'il avait tenté de révéler. La découverte a eu lieu au cœur de la 3e nuit de recherche. Dans un double fond de son vieux bureau en chêne, un mécanisme qu'elle n'avait jamais soupçonné, elle a trouvé un petit carnet noir. Les premières pages contenaient des notes sur des manuscrits, mais la suite était d'une autre nature. Julien y documentait, avec la précision d'un archiviste, ses soupçons grandissant à l'encontre d'un groupe qu'il avait baptisé le Cercle Saint-Louis. Il décrivait un réseau secret composé de membres influents de la bibliothèque, d'experts en art et de riches collectionneurs.
Leur méthode était diabolique. Ils remplaçaient des manuscrits originaux inestimables par des répliques quasi parfaites, puis vendaient les véritables trésors sur un marché parallèle ultra exclusif. Les manuscrits que Julien était accusé d'avoir volés N n'étaient pas le butin C, étaient les preuves. Le carnet noir de Julien N n'était pas un journal intime, mais un dossier d'accusation méticuleusement assemblé. Chaque page était une brique dans le mur de la conspiration qu'il avait découverte. Il y avait des noms, des dates de transactions secrètes, des codes correspondant à des manuscrits spécifiques, et des observations sur les allées et venues de certains membres du personnel de la bibliothèque à des heures inhabituelles. Julien avait même noté les changements subtils dans la texture et l'odeur des parchemins, des détails qu'un expert comme lui ne pouvait ignorer, et qui trahissaient les copies. Pour Hélène, ce carnet était à la fois une lettre d'adieu et un manuel d'instruction. La sœur en deuil s'effaçait pour laisser place à l'avocate. Elle ne cherchait plus seulement à laver le nom de son frère. Elle cherchait à démanteler le système qui l'avait broyé, en utilisant les armes qu'il lui avait laissées. Le premier fil qu'elle a tiré venait d'une entrée datée du 20 septembre 2000, 3 semaines avant sa disparition. Julien y mentionnait le psautier de Saint-Louis, l'une des pièces officiellement volées, et une transaction qu'il soupçonnait d'être liée à un certain fonds genevois. Armée de cette information, Hélène a plongé dans les registres des ventes d'art internationales. Ses compétences juridiques lui ont permis de naviguer dans le labyrinthe opaque des maisons de vente aux enchères et des courtiers privés. Elle ne cherchait pas une vente publique, mais une transaction privée, discrète, presque invisible. Elle a passé des semaines à éplucher des archives numériques, à contacter des informateurs dans le monde de l'art, utilisant des prétextes professionnels, pour ne pas éveiller les soupçons. Elle sentait qu'elle marchait sur les traces de son frère, rejoint son enquête, mais avec 18 ans de retard et le poids d'une vie perdue sur les épaules. La confirmation est arrivée sous la forme d'un catalogue de vente privée, datant de novembre 2000, un mois seulement après la disparition de Julien. Un manuscrit, décrit avec des termes si précis qu'il ne pouvait s'agir que du psautier, avait été vendu par une fondation artistique suisse à un trust anonyme basé au Liechtenstein. Le nom du président de cette fondation a fait bondir Hélène. Était un riche industriel et mécène des arts, l'un des 3 hommes sur la photographie Polaroid, celui qui se tenait en retrait, le visage impassible. La connexion était faite. Le cercle N n'était pas qu'un groupe d'universitaires véreux. Était une opération criminelle de haut vol, protégée par des fortunes et des réputations impeccables. Les manuscrits N n'étaient pas simplement volés, ils étaient blanchis à travers un circuit financier international, et son frère avait été l'obstacle sur leur chemin. Avec cette preuve tangible, Hélène savait qu'elle avait atteint la limite de ce qu'elle pouvait faire seule. Continuer son enquête en solo était non seulement dangereux, mais aussi inefficace. Elle ne pouvait pas se contenter de révéler la vérité à la presse, elle voulait la justice. Elle a donc pris la décision la plus difficile de sa vie. Faire de nouveau confiance à la police. Mais pas n'importe laquelle. Elle a soigneusement évité les services qui avaient bâclé l'enquête initiale, et a obtenu un rendez-vous avec un jeune capitaine de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, OCBC, une unité d'élite réputée pour sa ténacité. Dans son bureau, elle a étalé ses preuves sur la table. Le livre, la photo, le carnet de Julien, et les documents de la vente privée. Elle a raconté l'histoire, non pas avec l'émotion d'une sœur, mais avec la précision clinique d'une avocate présentant sa plaidoirie. Le capitaine, un homme nommé Dubois, a écouté sans l'interrompre. Au début, son visage trahissait un scepticisme professionnel. L'affaire Moreau était une vieille histoire, un dossier clos et poussiéreux. Mais à mesure qu'Hélène déroulait son récit, pièce par pièce, le doute a laissé place à une attention intense. Le carnet de Julien, avec ses détails techniques et son angoisse palpable, était particulièrement convaincant. Ce N n'était pas L, œuvre d'un affabulateur. La preuve de la vente privée du psautier était L, élément décisif. Était un fait, une trace concrète, qui contredisait 18 ans de version officielle. À la fin de la réunion, le capitaine Dubois a pris une décision. Il allait rouvrir le dossier, mais de manière non officielle au début. Une enquête préliminaire, discrète, pour ne pas alerter les membres du cercle, dont les noms inspiraient encore le respect dans les plus hautes sphères culturelles et politiques du pays. La première action de l'OCBC fut de vérifier l'authenticité des manuscrits prétendument volés, et qui, selon le cercle, étaient toujours à la BNF, remplacés par des copies. Avec la coopération d'un nouveau directeur de la bibliothèque, choqué par les révélations potentielles, une expertise secrète a été organisée en pleine nuit. Une équipe de spécialistes internationaux a été convoquée pour analyser les pièces.
Pendant des heures, dans le silence d'un laboratoire improvisé au sein même de la bibliothèque, ils ont examiné les pigments, le vélin, les reliures. Le verdict est tombé à l'aube, sans appel. Les manuscrits étaient des faux. Des reproductions d'une qualité exceptionnelle, capables de tromper un œil non averti, mais indubitablement des copies. Pour Hélène, qui attendait l'appel du capitaine Dubois, cette confirmation fut un séisme. Chaque mot de son frère était vrai. 18 ans de honte venaient de s'effondrer en une seule nuit. La confirmation de la supercherie a déclenché une véritable cascade d'actions. L'enquête préliminaire est devenue une instruction judiciaire officielle pour association de malfaiteurs, vol en bande organisée et potentiellement homicide. Les membres survivants du cercle identifiés dans le carnet de Julien, y compris l'ancien directeur des collections et le riche mécène, ont été placés sous surveillance discrète. Des écoutes téléphoniques ont été autorisées. Les enquêteurs de l'OCBC ont commencé à remonter la piste financière, partant du trust au Liechtenstein pour dénouer écheveau complexe des comptes offshore et des intermédiaires. Le filet se resserrait lentement mais sûrement autour des conspirateurs. Ils continuaient leur vie de notables respectés, ignorant que chaque appel, chaque déplacement était désormais scruté. La vérité, enterrée pendant près de 2 décennies, remontait à la surface, et elle s'apprêtait à tout emporter sur son passage. Le point de rupture est survenu à l'aube du 3 novembre 2018. Après des semaines de surveillance et d'accumulation de preuves financières, le capitaine Dubois a donné le feu vert. L'opération a été menée simultanément à plusieurs adresses, mais la cible principale était l'ancien mentor de Julien, l'ex-directeur des collections, qui vivait une retraite paisible dans un élégant appartement du 16e arrondissement. L'image de cet homme âgé, sommité du monde académique, emmené par des policiers en civil au petit matin, a fait l'effet d'une bombe silencieuse dans le quartier. Pour les enquêteurs, ce n'était pas l'arrestation d'un simple voleur, mais la chute d'un pilier de l'establishment culturel français. L'homme qui avait publiquement pleuré la trahison de son protégé, allait enfin devoir répondre de ses propres actes. Face à un dossier qui, était plus basé sur des soupçons, mais sur des faits implacables. L'interrogatoire a commencé dans une salle austère du 36, quai des Orfèvres, un contraste saisissant avec les salons dorés que l'académicien avait l'habitude de fréquenter. Pendant les premières heures, il a opposé un mur de dénégations froides et arrogantes. Il a parlé de son impeccable carrière, de sa contribution à la culture française, et a qualifié les accusations de fantasmes délirants d'une famille en deuil. Il était calme, méthodique, utilisant son intellect comme une arme pour dévier chaque question. Le capitaine Dubois l'a laissé parler, observant les fissures invisibles derrière le masque de la respectabilité. L'homme ne se défendait pas comme un innocent outragé, mais comme un joueur d'échecs qui calcule chaque coup, essayant de jauger la force de son adversaire. Il sous-estimait cependant la pièce maîtresse que les enquêteurs gardaient en réserve, une pièce qui, n'était pas un document officiel, mais un simple carnet noir. Le tournant de l'interrogatoire a eu lieu lorsque le capitaine Dubois a posé le carnet de Julien sur la table métallique, entre eux. Il ne l'a pas ouvert, il l'a simplement laissé là. « Vous reconnaissez cette écriture » a-t-il demandé calmement. Pour la première fois, le masque de l'académicien s'est fissuré. Son regard s'est figé sur l'objet. Ce était plus une preuve abstraite, était la voix de Julien, sa conscience, sa méticulosité, son angoisse, tout cela contenu dans un petit objet de cuir. Dubois a alors commencé à lire à voix haute des passages entiers, les observations de Julien sur les faux, ses soupçons sur le cercle, ses craintes grandissantes. Chaque mot était une accusation venue d'outre-tombe. Le silence qui a suivi la lecture était plus lourd que n'importe quel cri. Le vieil homme a baissé les yeux, ses mains ont commencé à trembler. Après 18 ans de mensonges, le fantôme de son élève était là, dans la pièce, et il exigeait la vérité. La confession a commencé par un murmure, le récit d'une conspiration qui avait pris racine des décennies plus tôt. Le Cercle Saint-Louis, a-t-il avoué, était au départ qu'un groupe érudits passionnés qui estimaient que certaines œuvres étaient trop précieuses pour être laissées à la merci du public. Ils ont commencé par créer des fac-similés parfaits pour protéger les originaux. Mais la cupidité s'en est mêlée. Le mécène et industriel du groupe a vu le potentiel financier. Ils ont alors commencé à vendre les originaux à des collectionneurs privés, des milliardaires, qui voulaient posséder un morceau d'histoire en secret. Était un système parfait, invisible, protégé par leur réputation. Julien, avec son talent exceptionnel et son intégrité sans faille, a été le premier à remarquer les anomalies, les détails infimes que tout le monde ignorait. Il n'était pas censé découvrir le poteau rose, il était censé être l'un d'eux. Le soir du 12 octobre 2000, tout a basculé. Julien
après des semaines de vérification secrète, les a confrontés dans un dépôt d'archives isolé, celui de la photo. Hélène n'était pas venu les menacer, mais les supplier. L'académicien a raconté, la voix brisée, la scène avec une clarté terrible. Julien leur avait présenté ses preuves, non pas pour les faire chanter, mais avec une naïveté touchante, leur demandant de tout arrêter et de restituer les originaux en secret. Il croyait encore en l'intégrité de l'institution et de son mentor. Mais le leader du cercle, le mécène, a vu en Julien non pas un idéaliste, mais une menace mortelle pour leur empire. Alors que le mentor hésitait, le mécène a prononcé la sentence, froide et définitive. Il en sait trop. Il ne sortira pas d'ici. Était la fin. La passion de Julien pour la vérité venait de signer son arrêt de mort. Ce qui a suivi fut d'une brutalité sordide, dépouillée de toute sophistication intellectuelle. Dans le silence poussiéreux du dépôt, loin des caméras et des regards, Julien a été réduit au silence. L'académicien a décrit la scène sans omettre de détails, comme pour se purger d'un poison qui le rongeait depuis 18 ans. Il n'y a pas eu de lutte prolongée. Était rapide, efficace, impitoyable. Ensuite, ils ont dû faire disparaître le corps. L'un des membres, un entrepreneur en bâtiment, a eu l'idée. Il y avait des travaux de rénovation prévus dans une aile désaffectée de la bibliothèque, un labyrinthe de couloirs oubliés, datant du XIXe siècle. Ils ont transporté le corps de Julien cette nuit-là, et l'ont emmuré derrière un faux mur dans un ancien local technique, le scellant à jamais au cœur même de l'endroit qu'il avait tant aimé. Son tombeau serait la bibliothèque elle-même. Le dernier morceau du puzzle a été révélé lorsque l'académicien a expliqué l'origine du livre. Un autre membre du cercle, un expert en manuscrits rongé par la culpabilité, avait conservé la photo Polaroid comme une sorte d'assurance ou de pénitence. Avant de mourir d'une longue maladie quelques mois plus tôt, il avait tout avoué à sa femme, et lui avait fait promettre d'envoyer anonymement le livre à la bibliothèque après sa mort. Il espérait que cela déclencherait quelque chose, un acte de contrition finale, pour libérer sa conscience. Il n'aurait jamais imaginé que ce simple geste, cet espoir fragile de rédemption, mènerait à l'effondrement de tout leur édifice. La confession a pris fin. Le capitaine Dubois a pris son téléphone. Quelques heures plus tard, une équipe de la police technique et scientifique, accompagnée d'Hélène Moreau et de son avocat, se tenait devant un mur anodin dans les sous-sols du site Richelieu. Le silence était total, chacun retenant son souffle alors que les premiers coups de masse commençaient à résonner. Le son de la masse frappant le plâtre a brisé un silence de 18 ans. La poussière s'est élevée en un nuage suffocant, révélant lentement une cavité sombre et étroite. À l'intérieur, ce veine n'était pas un trésor caché, mais le secret le plus macabre de la bibliothèque. Les restes de Julien Moreau y reposaient, recroquevillés dans la position où il l'avait laissé. Près de lui, des fragments de sa sacoche en cuir, et le contour décoloré de sa carte d'employé. Hélène n'a pas crié. Elle s'est effondrée en silence, un sanglot secouant son corps. La longue et terrible attente était terminée. L'incertitude qui l'avait rongé pendant la moitié de sa vie adulte, s'est dissipée, remplacée par la certitude brutale de la perte. Son frère n'avait jamais quitté la bibliothèque. L'institution qu'il vénérait était devenue son tombeau, un sarcophage de briques et de silence, gardant son secret à quelques mètres des chercheurs qui parcouraient ses couloirs chaque jour. Le procès qui a suivi, baptisé par les médias « l'affaire du Cercle Saint-Louis », a captivé et horrifié la France entière. Les accusés, autrefois des figures intouchables du monde de l'art et de la culture, étaient désormais assis sur le banc des accusés, leurs visages graves et vieillis, placardés dans tous les journaux. La salle d'audience était comble à chaque session. Le carnet de Julien, admis comme pièce à conviction, est devenu le témoin silencieux, et le plus accablant. Ces mots, lus à voix haute par le procureur, ont résonné comme une voix d'outre-tombe, détaillant avec une précision glaçante la conspiration qu'il avait mise au jour. Face à l'avalanche de preuves financières, aux expertises des manuscrits et à la confession complète de l'ancien mentor, la défense s'est effondrée. Le public a découvert avec stupeur comment l'élitisme culturel avait pu dériver vers le crime organisé, au cœur même d'un des temples du savoir de la nation. Les verdicts sont tombés comme un couperet mettant un point final à des décennies d'impunité. Le riche mécène, identifié comme instigateur du meurtre, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Son âge avancé ne lui a valu aucune clémence. L'ancien mentor de Julien, dont la confession avait été cruciale, a écopé de 20 ans de prison, pour complicité d'homicide et association de malfaiteurs. Les autres membres survivants du cercle ont reçu des peines allant de 5 à 10 ans de prison pour leur participation au vol, en bande organisée, et au recel.
La justice avait été rendue, du moins sur le papier. Pour Hélène, assise au premier rang, ces condamnations ont apporté un soulagement froid, mais pas la paix. Aucune sentence ne pourrait jamais compenser la perte d'une vie, ni effacer les 18 années de honte et de solitude qu'elle et sa famille avaient endurées. Quelques semaines plus tard, une petite cérémonie a eu lieu dans le cimetière d'Orléans. Julien Moreau a enfin eu des funérailles dignes, entouré d'une poignée d'amis et de membres de sa famille éloignés. Il n'y avait pas de caméra, pas de journalistes, juste le silence d'une journée d'automne. Pour la première fois depuis près de 2 décennies, Hélène s'est autorisée à pleurer non pas la victime d'un mystère, mais simplement son frère. La mission qui avait consumé sa vie était terminée. Son nom était lavé, les coupables punis, et son corps reposait enfin en paix. En déposant une rose blanche sur le cercueil, elle a senti le poids de sa quête la quitter, la laissant avec un vide immense, mais aussi avec la liberté de commencer enfin son propre deuil. Un deuil qui avait été mis en attente pendant si longtemps, suspendu dans l'espoir et la colère. L'onde de choc de l'affaire a forcé la Bibliothèque nationale de France à un examen de conscience brutal et nécessaire. Un audit complet de toutes les collections spéciales a été ordonné, révélant plusieurs autres substitutions que le cercle avait opérées au fil des ans. De nouveaux protocoles de sécurité, basés sur des technologies de traçage et d'authentification de pointe, ont été mis en place. L'institution a publiquement présenté ses excuses à la famille Moreau, reconnaissant sa faillite morale et sa part de responsabilité dans la construction de la fausse narrative qui avait détruit la réputation de Julien. La bibliothèque, autrefois complice par son silence, est devenue un modèle de transparence, mais la cicatrice est restée. L'histoire de Julien est désormais enseignée aux nouveaux archivistes comme un rappel tragique, que la plus grande menace pour le patrimoine n'est pas toujours le temps, mais parfois la cupidité des hommes qui sont censés le protéger. Hélène Moreau n'est jamais retournée à sa carrière d'avocate dans un cabinet. Au lieu de cela, elle a utilisé l'héritage de ses parents et une partie des dommages et intérêts versés par elle, État pour créer la Fondation Moreau pour la protection du patrimoine. L'organisation, qu'elle dirige aujourd'hui, se consacre à l'utilisation de la technologie et de l'expertise juridique pour aider les institutions culturelles du monde entier à identifier les faux, à retrouver les œuvres volées et à poursuivre en justice les réseaux de trafiquants d'art. Elle a transformé sa tragédie personnelle en une mission universelle. Le nom de Julien Moreau, autrefois synonyme de trahison, est aujourd'hui un symbole d'intégrité et de sacrifice. Sa vie a été brutalement écourtée, mais son héritage, porté par la détermination inébranlable de sa sœur, garantit que sa quête pour la vérité ne sera jamais oubliée. Si vous croyez qu'aucune victime ne doit être oubliée et que la quête de la vérité est fondamentale, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes approfondies sur des cas qui doivent être racontés. Merci de nous avoir écoutés. L'histoire de Julien Moreau ne s'est pas terminée avec le verdict du procès. Pour Hélène, la justice, bien que rendue, avait un goût amer. Les condamnations ont apporté une forme de clôture légale, mais elles n'ont pas comblé le vide laissé par 18 années de combat solitaire. Le silence qui a suivi la tempête médiatique était presque aussi assourdissant que celui qui avait précédé la découverte du livre. Elle avait gagné, le nom de son frère était lavé. Mais la victoire ne pouvait pas ramener Julien, ni effacer les années de honte subies par ses parents. La quête de vérité, une fois achevée, révèle souvent une réalité plus simple et plus cruelle. La justice peut punir les coupables, mais elle ne peut pas guérir les blessures des survivants. La fin de la bataille l'a laissé face à une nouvelle question, peut-être la plus difficile de toutes. Comment vivre, maintenant que la seule mission de sa vie était accomplie? L'affaire du Cercle Saint-Louis a agi comme un électrochoc pour le monde feutré des institutions culturelles françaises. La Bibliothèque nationale de France, humiliée publiquement, a été forcée de s'engager dans un examen de conscience sans précédent. Un audit complet de ses collections les plus précieuses a été lancé, mené par des experts indépendants. De nouvelles procédures de sécurité, incluant des analyses spectrales et un suivi numérique de chaque pièce, ont été mises en place pour rendre impossible toute substitution future. L'institution a reconnu sa faillite morale, en présentant des excuses publiques et officielles à Hélène Moreau. Le scandale a révélé une vulnérabilité que personne n'osait imaginer, prouvant que les plus grands trésors d'une nation n'étaient pas seulement menacés par des voleurs extérieurs, mais aussi par la corruption insidieuse, qui peut naître au sein même des murs censés les protéger pour éternité. Hélène Moreau a trouvé la réponse à sa propre question non pas en tournant la page, mais en écrivant différemment. Plutôt que de reprendre sa carrière d'avocate, elle a décidé de transformer sa douleur en action préventive. Avec les fonds obtenus des dommages et intérêts et l'héritage de ses parents, elle a créé la Fondation Moreau pour la protection du patrimoine.
Cette organisation à but non lucratif collabore avec des musées et des bibliothèques du monde entier, offrant une expertise juridique et technologique pour identifier les faux, traquer les œuvres volées, et démanteler les réseaux de trafic d'art. Elle ne se bat plus seulement pour son frère, mais pour tous les gardiens silencieux de l'histoire, pour que la passion et l'intégrité ne soient plus jamais des condamnations à mort. Sa mission est devenue l'héritage vivant de Julien, un bouclier forgé dans la tragédie pour protéger la mémoire du monde. Ainsi le nom de Julien Moreau a été redéfini pour la postérité. L'archiviste autrefois calomnié, dépeint comme un traître à sa vocation, est aujourd'hui un symbole de courage et d'intégrité au sein de la communauté archivistique. Son histoire est devenue une étude de cas, un avertissement enseigné dans les écoles de formation, rappelant aux futures générations que la vigilance est le prix de la préservation. Le carnet noir qu'il a laissé derrière lui est désormais considéré comme un témoignage poignant du sacrifice ultime pour la vérité. Sa mort tragique a finalement servi le but qu'il poursuivait de son vivant, protéger l'histoire. Il a été réduit au silence, mais sa quête de vérité résonne plus fort que jamais dans les couloirs des institutions qu'il a tant aimées, garantissant que son nom, contrairement au secret du cercle, ne sera jamais emmuré. L'histoire de Julien et Hélène Moreau nous rappelle que derrière chaque dossier classé, il y a des vies brisées et des vérités qui attendent d'être exhumées. Elle nous enseigne que la persévérance d'une seule personne peut faire tomber les empires les plus arrogants, et que la vérité, même enfouie sous des décennies de mensonges, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. C'est une histoire sur la fragilité de notre patrimoine, mais surtout sur la force indestructible de la loyauté et de l'amour fraternel. Elle prouve que les héros les plus marquants ne sont pas toujours ceux qui font le plus de bruit, mais parfois ceux qui, dans le silence des archives, choisissent de ne pas détourner le regard face à l'injustice, quel qu'en soit le prix à payer. Si vous croyez qu'aucune victime ne doit être oubliée et que la quête de la vérité est fondamentale, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes approfondies sur des cas qui doivent être racontés. Merci de nous avoir écoutés.